Super. Eh bien, on va pouvoir commencer du coup, sans plus attendre. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Sam Genin, Samuel Genin, indépendamment sur les internets. Et moi dans la vie, je suis conteur, comédien, musicien de métier. Donc moi je fais des spectacles sur scène, de la musique plus pour adultes, enfin pour tout le monde en tout cas, avec un duo de chansons françaises euh, qui s'appelle Albaricat, où on fait de la chanson française et guitare et langue des signes avec ma compagne, du conte plus pour les enfants et du jeu de rôle de façon non professionnelle. Et c'est cette casquette-là aujourd'hui que Corentin m'a proposé de venir expliquer. Le jeu de rôle, moi, c'est assez particulier parce que j'en fais de face la majorité du temps où je fais du jeu de rôle, c'est sur Twitch. Je fais quasiment pas de jeu de rôle dans la vie de tous les jours avec des amis autour d'une table en vrai. J'en fais quasiment que par ordinateur et quasiment que diffusé en direct sur Twitch, dans un actuel play qui s'appelle Risques et périls, qu'on a monté il y a maintenant un peu plus de 2 ans, je crois, avec entre autres, Eto qui est à la technique et donc moi qui m'occupe du MJ, de la narration, de l'écriture de scénario et tout ça. Hem Quand Corentin m'a proposé de venir prendre la parole aujourd'hui pour parler du jeu de rôle, j'étais très honoré, mais je savais pas exactement ce que je pourrais raconter. Hem, Parce que je considère que je m'y connais pas tellement, j'en fais pas depuis si longtemps, j'en fais pas très souvent et après je me suis posé la question en me disant: «Bah, est-ce que j'ai une spécificité?» Pas forcément quelque chose d'unique, mais en tout cas une manière de faire qui pourrait être, intéressante de débriefer et effectivement, j'avais des choses qui me sont venues en tête. Alors je me suis dit: «OK, pourquoi pas?» Donc je vous ai fait, un petit plan ici parce que j'ai vu que dans les différentes prises de parole précédentes, il y avait des PowerPoint et tout. Alors je n'ai pas de PowerPoint pour vous ce soir. J'ai simplement une table des matières avec un magnifique petit rectangle rouge dynamique que je pourrais bouger pour vous pour vous montrer où on est. Nous sommes donc dans l'introduction et aujourd'hui, j'ai voulu faire cette prise de parole autour du thème suivant: écrire pour ses joueuses, prendre soin et faire des cadeaux. Petit point terminologie pour commencer, j'ai mis ses joueurs, j'utiliserai joueurs, joueuses, joueureuse de façon, indifférente. Hem, j'ai mis, «c'est» entre guillemets pour dire que, ça tombe sous le sens, mais que mes joueurs ne m'appartiennent pas. C'est juste, je dis «mes joueurs» comme je pourrais dire «mes amis», où, on est ensemble autour d'une table, autour d'une aventure, mais d'autres joueurs, jouent avec moi, ils jouent avec d'autres MJ et c'est vrai que je joue assez rarement finalement autre chose que MJ parce que, comme les MJ sont rares et que j'ai envie de jouer, souvent je fais des scénarios, mais c'est avec plaisir que je joue quand on m'invite. Prendre soin et faire des cadeaux, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. C'est né en fait moi d'un constat assez simple, que je ne sais pas si vous partagez, mais des livres de jeux de rôle du commerce, des scénarios du commerce, j'en ai plein. J'en ai, des physiques ici, j'ai des financements participatifs que j'ai financés. J'ai encore plus de PDF, dans mon ordinateur que de livres sur mes étagères. Je les lis avec plaisir comme des romans, mais à chaque fois que j'ai voulu, travailler un scénario pour le faire jouer, à mes joueuses, je finissais toujours par, écrire des trucs, augmenter le scénario et à me retrouver incapable de faire jouer un scénario que j'ai pas écrit. Quand je comprenais pas forcément tous les tenants et les aboutissants du scénario ou avec la crainte de, si les joueuses s'aventurent dans des chemins qui n'ont pas été prévus par le scénario de base et que je me retrouve à improviser en faisant du hors piste, peut-être qu'à un moment, ça va reboucler avec quelque chose que j'avais mal lu ou pas fini de lire dans le scénario. Il y aura des incohérences. Alors que bon, si c'est mes scénarios à moi, les incohérences, je les maîtrise puisque j'écris tout de A à Z. Et c'est un peu en écrivant des scénarios que, à force d'en faire, là, je sais plus combien de. On a fait 5 saisons de 3 épisodes de 3 heures dans Risques et Périls, plus 4 ou 5 hors série. Donc autant de scénarios, écrits pour l'occasion, que j'ai fini par, avoir une patte, on va dire, dans l'écriture de scénarios et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui.
Le jeu de rôle, moi, je l'ai découvert assez tardivement, finalement. J'en fais pas depuis que je suis au lycée. On a un peu, découvert, redécouvert le jeu de rôle avec un ami à moi, Simon, que je salue, bien, bien fort s'il passe par là. Heu, Vers 25-26 ans, on s'est dit que le jeu de rôle, ça avait l'air cool. Il y avait toute cette promesse de narration, d'univers, gigantesque, d'interactivité qui nous plaisait énormément. Mais on n'en avait jamais fait, ni lui ni moi. On connaissait pas de gens qui en faisaient et on se sentait pas d'aller, toquer à la porte d'un club de jeux de rôle pour dire: «Bonjour, on n'en a jamais fait, est-ce que vous voulez être nos amis?» Peut-être que ça l'aurait fait. En tout cas, on n'a pas osé, donc on a un peu redécouvert le jeu de rôle, réinventé le jeu de rôle, par nous-mêmes. MJ inexpérimenté avec, nos copains joueurs, inexpérimentés aussi, avec des scénarios, avec, des humains préhistoriques, avec des dinosaures, avec, des hommes rhinocéros. Enfin, c'était, très, très marrant. Et cette expérience-là, moi, m'a énormément plu, est venue vraiment à la confluence de plein de choses qui m'intéressaient sur donc le conte qui est aujourd'hui mon métier, sur le théâtre d'impro qui est aujourd'hui mon métier et sur, les copains qui est qui est toute ma vie. Et j'ai continué à creuser un petit peu dans le jeu de rôle et j'ai découvert beaucoup d'actual play, avec entre autres, Game of Roll, le jeu de rôle, écrit par Fibre Tigre, qui m'a donné envie de continuer à me plonger dans, ces cercles-là, aller sur Discord, rencontrer les gens, écouter d'autres manières de faire du jeu de rôle et ça m'a vraiment donné plein d'envie. Ça m'a ouvert la possibilité sur comment faire du jeu de rôle de plein de manières. Donc c'était vraiment super intéressant et donc ça m'a amené à créer Risques et Périls avec entre autres Eto et des gens que j'ai rencontrés via la communauté Game of Roll. Donc c'était un petit peu comme ça que je suis arrivé sur comment écrire les comment l'envie d'écrire des scénarios, d'où elle est venue. Je vais vous parler donc aujourd'hui de, l'évolution peut-être que moi j'ai perçue de comment est-ce que moi je voyais le milieu du JDR, comment écrire un scénario donc pour sa table, spécifiquement, un scénario qui leur correspond, de l'importance d'être à l'écoute et de s'adapter aux joueuses, en amont mais aussi pendant la partie, de tout ce qui est, sécurité affective pendant la partie, hem, trigger warning, les choses comme ça. De aussi moi en tant qu'homme blanc, hétéro, dans le monde du divertissement avec une place publique, qu'est-ce que ça me permet? Qu'est-ce que ça implique? Une part sur l'improvisation, une part sur le jeu de rôle, sans combat et une petite conclusion en espérant que tout ceci tienne dans les 40 minutes proposées. Sans transition, c'est parti. Donc quand j'ai découvert le jeu de rôle, ce que je vous racontais, moi je me sentais pas de venir rencontrer des gens que je connaissais pas. Les actuels plays étaient soit pas très répandus, soit moi je les connaissais pas à l'époque et aussi cette contrainte qui me semblait très compliquée de du livre de règles de 300 pages qu'il faut, potasser et comprendre avant de pouvoir commencer à jouer. Et c'est vrai que, d'autres manières de jouer, donc que j'ai découvert via Game of Roll, où les règles sont très simplifiées et beaucoup de choses que j'ai découvert après, sur plein de manières de faire du jeu de rôle avec plein de règles différentes, sur des systèmes, powered by the Apocalypse, sur, toutes les créations entre autres de Com Martin, qui est un auteur donc de JDR, français, qui fait du super travail. Tous les JDR, sans MJ qui existent, ça m'a amené à plein de manières de faire du jeu de rôle différemment et en fait le jeu de rôle c'est du conte interactif et le dose de narrativité ou la dose de, système de règles peut varier en fonction des personnes, peut varier au cours d'une même partie et j'ai découvert un peu cette liberté-là et ça m'a fait vachement envie. Ah, j'ai oublié de déplacer mon petit rectangle. Ouh! Il y a également aussi et ça je trouvais ça génial, beaucoup plus, où c'est beaucoup plus, connu de d'univers dispo pour jouer, aux jeux de rôle. Avant, j'avais l'impression qu'il y avait cette omniprésence du médiéval fantastique, un peu de cyberpunk peut-être, mais qu'aujourd'hui il y a plein de manières de raconter, à la manière, ce que je dis souvent à mes joueuses avant de commencer une partie pour, construire un scénario, j'en parlerai après, mais, parlez-moi de la série ou du jeu vidéo que vous avez fait récemment et on pourra faire une histoire dans ce truc-là, quoi. Donc, on pourra faire un truc très contemporain, un truc Stephen King ou Stranger Things avec des enfants,
on peut partir sur, du space opéra. Il y a plein de manières et plein d'univers de jeux de rôle et ça, c'est super cool. Également, et on l'a bien vu aussi dans l'intervention de Théo, il y a je vais pas dire une appropriation, mais en tout cas, ont trouvé leur place dans la communauté JDR. Toutes les communautés euh, neuroatypiques, queer, qui font aussi qu'une multitude d'histoires peuvent se raconter par le jeu de rôle. Et ça fait un bien fou. Ça amène plein de, plein de nouvelles histoires, plein de nouvelles énergies, plein de nouvelles têtes. Et ça fait un bien fou sur les différentes histoires qu'on peut raconter, quoi. C'est pour moi super intéressant, super fort et super beau de voir ça. C'est avec tout ce bagage-là que, hem, on a construit, Risques et Périls, donc un actual play sur Twitch, qu'on fait de façon très irrégulière. Je dis «on» parce que c'est effectivement, Eto qui m'accompagne là-dedans, qui, a la technique, systématiquement sur les épisodes et qui était le premier à me dire, «Eh, on a fait une partie de jeu de rôle entre copains, pendant des vacances, est-ce que ça te dirait pas de le faire sur Twitch, quoi?» Et c'est un peu ces différents outils-là que j'essaie de mettre, dans Risques et Périls pour en faire, un JDR, inclusif, avec tout ce que ça veut dire. Ou en tout cas qui démocratise le jeu de rôle, qui le rend facile d'accès. Moi vraiment si j'ai un message à faire passer, c'est tout le monde peut faire du jeu de rôle, venez, c'est trop bien, quoi. Heu, les outils que je mets en place du coup dans Risques et Périls pour ça, il y a, l'envie de faire tourner régulièrement les joueurs, les joueuses, pour éviter que ce soit, un petit cercle de spécialistes qui se retrouvent toujours. Il y a souvent, bon, bah, il y a Eto qui est là, mais sinon j'essaie de faire tourner régulièrement les joueuses, les joueurs. Une diversité de personnes à table où, il y a systématiquement, au moins la moitié des personnes à table qui ne sont des joueurs en tout cas, qui ne sont pas des hommes. Pour pareil, amener, différentes histoires et que les personnes qui n'oseraient pas forcément, heu, dire fort: «Hey, je veux jouer moi aussi», aient aussi leur place pour venir jouer et donc un système de règles simples pour ouvrir le jeu à tous, que ce soit pour les joueurs, pour les futurs MJ qui se projettent, en faisant du jeu de rôle ou aussi pour les spectateuristes. Parce que je fais du jeu de rôle aussi comme un spectacle où j'en fais quasiment pas ce que je disais dans le cercle privé. À chaque fois que je fais du jeu de rôle, c'est pour le diffuser sur internet et donc il y a des gens qui regardent. S'il y a des règles ultra compliquées, le spectateur, la spectatrice, elle va décrocher, elle va pas comprendre. Donc c'est aussi l'idée de faire un truc très, très simple, avec de moins en moins de jets de dés, au fur et à mesure que ma pratique avance et d'arriver sur un truc vraiment, très, très narratif. À titre d'exemple, les premières saisons de Risques et Périls, il y avait, une fiche de personnage avec, des caractéristiques principales, des compétences secondaires, et en tout peut-être, 10 ou 12 compétences, ce qui est déjà relativement peu par rapport à certaines règles de jeu de rôle. Aujourd'hui, sur la dernière saison, les enfants de l'île de l'Hirondelle que jouaient, les joueuses ont 3 caractéristiques qui sont les bras, la tête et le corps. Les bras pour tout ce qui est physique, la tête pour tout ce qui est intellectuel, le cœur, pardon, le cœur pour tout ce qui est émotionnel et relation à l'autre. Et c'est largement suffisant si on a envie de jeter du dé. Donc voilà un petit peu, moi, ma façon dont je vois et dont j'ai trempé le pied dans le monde du jeu de rôle. Je vais vous parler maintenant de rentrer dans le dur de comment est-ce que j'écris un scénario pour mes joueuses. Heu, qui vient donc de cette, incapacité que j'ai de faire jouer un scénario qui n'est pas de moi. Un scénario de jeu de rôle, c'est pas une histoire toute faite. Moi, j'aime bien me laisser surprendre également dans ce que je fais jouer. Je c'est pas un roman, c'est plus un trampoline ou un château gonflable où on vient tous, mettre plein de trucs dedans, on secoue et on voit ce qui se passe, quoi. Hem Et un bon scénario, pour moi, c'est un peu comme offrir un cadeau aux joueurs. Moi, je le vois vraiment comme ça, où j'essaie de voir ce qui va leur faire plaisir et d'offrir, heu, ce moment-là qui va permettre à tout le monde de pouvoir, avoir les choses qui lui font envie, des moments où son personnage va pouvoir briller et c'est ça. Si je connais mes joueurs soit d'avant, soit en discutant avec eux avant d'écrire le scénario,
je vais forcément, ou plus facilement en tout cas, écrire des éléments qui vont, les toucher, les intriguer, les challenger, hem, adapter tout simplement au personnage qui crée. Comment j'écris un scénario? Tout d'abord, souvent, je peux avoir, une idée de ce que j'ai envie, soit, un univers global que j'ai envie d'explorer, tel, Stranger Things, par exemple. Je me disais: «Ah putain, j'ai trop envie de ça, c'est ça qui m'excite en ce moment, j'ai envie de jouer ça». Ou alors c'est, des choses, très précises. Là, je vous ai ressorti une liste de c'était mes envies que j'avais mis sur papier avant d'écrire la saison 2 de Risques et Périls. Donc j'avais noté, par exemple, dans mes envies à moi, ça peut être des envies très cinématographiques de: «Oh, telle scène de tel film, j'ai bien aimé, j'aimerais bien qu'on la remettre dans le jeu de rôle». J'avais noté, par exemple, un personnage Thor-Tank, donc un personnage coincé dans une barque qui se combat avec des rames. J'avais noté en majuscule Stardew Valley, le JDR. J'avais noté un musée breton pourri tenu par un passionné pas passionnant. J'ai noté Tower Defense. J'ai noté Contes et légendes d'Irlande. Donc voilà, ça c'était un peu des envies à moi que j'avais envie de mettre dans le scénario. Pour celles et ceux qui ont écouté la saison ou joué la saison 2 de Risques et Périls, vous pourrez éventuellement recoller les points pour voir ce que sont devenues ces idées au fur et à mesure de l'écriture. Et après ou en parallèle de ça, je demande à mes joueuses, bah, là je vous ai pareil, je vais vous lire le texte que j'envoie souvent. Si tu avais entre une et 3 séries ou films dans l'ambiance desquels tu aimerais faire une aventure, ça serait quoi? De La Bande à Picsou à Ça de Stephen King, en passant par Signe ou The Last of Us ou Star Trek ou Le Flying Circus. Et par exemple, pour, un scénario one shot qui était le scénario, des Monstres dans la brume de juin de l'année dernière, les joueurs avaient répondu: «Un mélange de Stephen King, de la série 100 physique sur Netflix et s'il peut y avoir un peu de Lost et un peu des Goonies, ce serait cool». Donc voilà, c'était un mélange de les Goonies, Lost, 100 physique et Stephen King. Ce qui est en soi, hem alors oui, je vous ai pas dit, ça va partir dans tous les sens. J'ai fait un plan, mais j'ai tellement de choses à dire que, j'espère que vous pourrez retrouver du sens dans ce que je raconte. De la contrainte naît la créativité. Moi, c'est mon métier de créer des trucs, des chansons, des contes, des scénarios, même si, je suis pas rémunéré pour ça. Hem, si on dit: «Écris une chanson», c'est hyper dur. Si on dit: «Écris une chanson sur un personnage qui vit dans une barque», tout de suite, je suis beaucoup plus inspiré. Écris un scénario de jeu de rôle, compliqué. Écris un scénario de jeu de rôle qui soit, à l'intersection de 100 physique et des Goonies, bon, bah, ça me fait rire, donc je vais avoir des idées. Donc moi, d'avoir des contraintes fortes de la part de mes joueuses, c'est quelque chose, non seulement qui me dérange pas, mais en plus qui m'aide. Donc c'est pour ça que moi, c'est que vraiment, ce système que j'ai mis en place qui m'aide vachement. En plus des films, séries, il peut y avoir aussi des questionnements des joueurs sur qu'est-ce que vous avez envie de jouer en termes de gameplay? Plutôt des enquêtes, plutôt du combat, plutôt du craft, plutôt, de la gestion, en ce et des choses précises. Est-ce que vous avez, genre en ce moment, moi j'aime bien, le crochet ou le tricot, ça me ferait marrer qu'il y en ait dans le scénario. Heu, donc ça, je mélange un peu pour commencer à faire une trame de là où on va aller dans cette histoire et avant d'aller plus loin, je demande aux joueuses d'écrire leur personnage. Hem les personnages, ça dépend un peu de chaque scénario. Souvent, il y a 2 parties dans ce que je leur demande d'écrire. Une partie utile, on va dire une partie dessin et une partie coloriage. La partie dessin, ça va être, la structure de votre personnage, ce qui peut être utile, de façon bête et méchante et le coloriage, c'est toute la couleur qu'on va y rajouter, qui va être finalement le plus rigolo à jouer. Par exemple, dans les 3 premières saisons de Risques et Périls, qui se passent plutôt dans un univers médiéval fantastique, je demande aux gens, un prénom, un métier, une particularité physique et après on va venir colorer ces personnages avec des infos «inutiles» entre guillemets, un truc que vous aimez, les œufs au plat, un truc que vous détestez, les mouettes, un truc que vous faites mieux que tout le monde, siffler et un truc que vous faites moins bien que tout le monde,
faire la planche, nager. Bon là, je vous raconte n'importe quoi, mais c'est pour vraiment donner des choses et je précise bien, heu, c'est des caractéristiques qui a priori ne servent pas à grand chose, donc pas la peine d'y réfléchir, pas la peine de penser en termes de caractéristiques, de faire le personnage le plus optimal pour gagner. Là, on est vraiment pour raconter une histoire ensemble. La victoire narrative dont tu parlais Théo me parle vachement parce que, il peut y avoir une histoire où tout le monde meurt à la fin. Si on est tous d'accord et qu'on s'est tous marrés à raconter cette histoire-là, bah, trop bien. Moi, c'est, si on est tous d'accord et encore une fois. Et donc il y a souvent des personnages qui ne savent pas se battre et je précise bien, hem, il n'y a pas d'équipe trop nulle pour réussir le scénario. Les dés seront toujours au service de la narration et pas l'inverse. Si vous êtes que des gens, avec, la forme physique la plus petite possible et tout ça, enfin voilà, ça sera toujours possible parce que je vais écrire le scénario après coup pour vos histoires et donc moi, une fois que j'ai le cadre global, les personnages qui vont jouer dedans, je peux commencer à affiner mon scénario en mettant des cadeaux pour les joueuses. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un personnage qui est bricoleur, je pense à Shingi dans la saison 1 de Risques et Périls, il m'avait dit que son personnage était très bricoleur et ben j'ai créé une scène où ils doivent construire des choses pour aider, le frère des poules, à à à faire un parc d'attractions pour ses poules. Si un PJ, dompte le vent, avec sa bombarde, et bah, du coup, il y aura un passage où la navigation sera plus compliquée. Si, un PJ peut pas s'empêcher d'aider les animaux, il y aura évidemment un animal en détresse qui est évidemment un piège. Je le sais, le joueur le sait, mais il ne pourra pas s'empêcher d'y aller parce que c'est son personnage. Et du coup, c'est comme ça où je peux créer à l'avance des scènes, ou en tout cas des débuts de scène. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est des cadeaux que je prépare à l'avance. Je vais accélérer un petit peu, enfin, je vais résumer un petit peu. Un outil qui est aussi que j'utilise beaucoup et qui est dispo en accès libre, sur le Discord de Risques et Périls, j'imagine que je pourrais vous le remettre d'une manière ou d'une autre, quelque part, c'est les mantras des personnages. Je demande parfois à mes personnages de se choisir un ou plusieurs mantras dans une grande liste que j'ai, compilée d'internet, de différentes sources, qui sont des directives de vie qui, elles, peuvent avoir et qui aussi, moi, va vachement m'aider à leur mettre des bâtons dans les roues. Des mantras, par exemple, là, que je vais vous citer, qui ont été choisis par les joueuses durant différentes parties. Hem, «Tu ne refuseras jamais un défi». Le personnage choisit ça pour le MJ, c'est de l'or en barre parce que tu vas pouvoir mettre un personnage un peu, Inigo Montoya, tu sais: «Tu vas tuer mon père, prépare-toi à mourir». L'autre, il dit: «Va au quart de tour». Tu sais pas où ça va mener, mais en tout cas, tu mets la graine de quelque chose qui peut donner, quelque chose de fort. «Tu consigneras toutes tes aventures de manière artistique». On a un personnage, un joueur qui s'engage à créer dans le jeu une œuvre d'art, un tableau pour résumer leurs aventures. Hem, Tu ne posséderas aucune arme qui ne soit pas aussi un outil pacifique. Donc il peut combattre, mais qu'avec des pelles, qu'avec, un couteau, mais seulement de cuisine. Enfin voilà, il y a des petites entourloupes pour, essayer quand même de combattre avec, que des objets qui ne soient pas que des armes. Donc ça, c'est hyper rigolo et moi, ça me donne du grain à moudre entre les envies générales, les spécificités des joueurs, les mantras et en fait, presque l'histoire est déjà écrite. Avec toutes ces contraintes-là, hem, c'est super riche, quoi. J'incite aussi les joueurs à avoir des personnages qui soient ouverts aux autres. On a souvent l'archétype du rôdeur, un peu solitaire, qui a pas de famille, qui a pas d'amis, son passé est mystérieux. Je comprends l'attrait de ce genre de personnage, surtout quand on stresse un peu, où on se dit: «Bah, il aura pas grand chose à jouer, ce sera plutôt plus simple». Je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que c'est l'inverse. C'est beaucoup plus simple, je trouve, de jouer un personnage un peu type paladin, qui est, solaire et loyal, qui aide tout le monde, qui est super content d'être là, qui a, 3 frères et sœurs qu'il doit protéger et en fait, c'est beaucoup plus rigolo à jouer et plus simple à jouer, je trouve aussi. Et également, la place pour la co-construction, qui est hyper importante. Une fois qu'on est en jeu, j'ai écrit beaucoup de choses, mais j'ai pas tout écrit.
et je n'ai pas pensé aux résolutions de mes problèmes. Moi, je suis assez partisan de l'écriture du scénario en mode bac à sable, c'est-à-dire que je pose des objectifs sans avoir réfléchi à comment le faire. Exemple pour ça, les joueurs doivent truquer une course de cheval pour que le deuxième arrive premier, mais il faut pas que ça se voit puisqu'il faut quand même que la course ait lieu. Moi, je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'ils peuvent le faire, mais je sais que, le premier joueur, j'ai écrit un peu un background qu'il a sur sa famille, un hobby ou 2 qu'il peut avoir, une phobie. Pareil pour le deuxième. Donc moi, j'ai un peu balisé mon bac à sable, comme ça on peut après réfléchir ensemble et ils me trouveront une solution qui est forcément inventive, puisque moi, je l'ai pas imaginé. Et ça me permet, et ça c'est une grande force du jeu de rôle, d'être à la fois, heu, acteur et spectateur de ce qui se passe et ça c'est un plaisir vraiment, sans fin, quoi. Hem, de la même manière, nos héros dans la première saison de Risques et Périls arrivent à la fête des foins et doivent trouver une information. Moi je sais qui l'a et après à eux de se débrouiller pour, faire ce qu'ils veulent, pour se faire apprécier des vieux du village, pour savoir qui est Jop. La co-construction, c'est aussi un truc encore plus concret où je leur dis: «Vous arrivez dans un bar, le bar est angoissant et mal famé, dites-moi pourquoi. Une raison chacun, ce que vous dites devient canon». Et donc là, on a un petit temps de réflexion et là, il y avait un qui me dit: «Bah, il y a de la sueur par terre, de sueur de bois avec, des crachats et du sang». L'autre qui me dit: «Il y a une tête de sanglier empaillée, avec l'œil vide au-dessus du bar». L'autre qui dit: «Il y a un couteau qui est planté dans le ventilateur qui tourne au plafond». Et en fait, tout ça, c'est rigolo, c'est des idées auxquelles j'aurais pas pensé parce qu'on est 5 cerveaux et pas que un à y penser, et tout ce qu'ils disent devient canon. Si à un moment, un joueur veut utiliser le couteau qui tourne, pour se battre, et bah, du coup, ça il existe même s'il n'était pas dans mon scénario au départ. Hem, le Ça a été poussé aussi jusqu'au bout, où au début de la saison 4 de Risques et Périls, donc les enfants, sur l'île de l'Hirondelle dans un mode un peu, hem, Stranger Things, des enfants face au fantastique, où le nom Île de l'Hirondelle a été choisi par une joueuse, Mélina, au début de la partie. Sur l'île, il y a un élevage d'animaux sauvages. C'est un joueur fantôme, a choisi que c'était des pôles à touches, des écureuils volants. Ça a été choisi par lui au début de l'histoire et ça a été hyper important dans les 2 saisons qu'on suivi, quoi, ces écureuils volants. Donc, écrire tout ça, c'est hyper intéressant. Toute cette écriture-là se fait un peu au prix de, hem, je travaille beaucoup avant une partie et je rejoue pas forcément souvent ces scénarios. Et je me demandais un peu, est-ce que les scénarios qui ont été écrits pour cette table si précise, est-ce qu'on peut s'en resservir, pour d'autres joueurs? Et c'était un peu mon questionnement en me disant: «Est-ce que c'est pas un peu la limite de ce système-là?» Et d'expérience, plusieurs personnes ont, refait jouer ces scénarios. Bah, je pense, tu me racontais toi, Corentin, que tu as fait jouer donc, La Mer des Brumes, ce premier épisode plusieurs fois, qui marche bien, et je pense également à Neuf et passant, Anna June Barker, Cœur sur toi, qui est donc un autre actual play où, l'AMJ Anna June Barker a refait jouer ce 1 scénario avec des joueurs qui ont eu un comportement complètement différent, et c'était, hyper riche de voir d'autres personnes, se promener dans les rêves d'une autre tablée presque. Donc pour moi, c'était, hyper intéressant et tout à fait pertinent. Ces scénarios du coup, hem, s'ils ont été créés «pour d'autres» entre guillemets, sont de fait très riches parce qu'ils sont porteurs de l'imaginaire de plusieurs personnes, et donc c'est facile de se promener dedans parce que c'est des vraies histoires, quoi. Donc voilà un peu comment j'écris mes scénarios. Si, on passe au point 4, qui sera plus court que les points précédents, que le point précédent. C'est important du coup d'être à l'écoute, de sa table, en général, pas que dans cette manière d'écrire des histoires. Hem, le jeu de rôle, c'est pas un one man show du MJ. Heu, c'est pas un endroit où moi je viens, me faire mousser, me faire applaudir ou me faire briller. Je pense que c'est important pour être à l'écoute de tout ce qui se passe. Hem, si les joueurs sont pas engagés, il y a un truc à ajuster, et une énergie de table, ça peut se sentir. C'est important de rester à l'écoute. Si un joueur, rebondit, pose plein de questions, c'est qu'il est en jeu. Si, une personne n'a pas parlé depuis longtemps, ça peut être important de venir checker. Est-ce que,
c'est ta manière de kiffer et d'écouter ce qui se passe et ça te fait plaisir de pas avoir besoin de prendre la parole tout le temps? Ou est-ce que c'est parce que tu arrives pas à prendre la parole? Est-ce que c'est parce que, par exemple, on en reparlera aussi plus tard, quelqu'un, un homme monopolise la parole et tu du mal à parler? Donc c'est important de savoir distribuer la parole si besoin. Hem, de la même façon, quand moi, on arrive à une scène, c'est aussi beaucoup de lâcher prise. Si on arrive à une scène où on arrive à la scène du bricolage, le joueur pour qui, j'ai écrit cette scène, ça va être son moment. Si lui, ça l'inspire pas, beh, c'est pas grave, il va se passer autre chose, d'autres joueurs vont s'en saisir. Heu, moi, c'est aussi un lâcher prise de mon côté, d'accepter que là, ça va pas se passer, comme je voulais. Un jeu de rôle ne se passe jamais comme le MJ l'a imaginé et c'est pour ça qu'on y est. Mais des fois, ça demande du lâcher prise qui est pas toujours simple à accepter. Hem, le tchac, 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 oui et des exemples un peu concrets d'adaptation en jeu que j'avais, hem, donc par exemple, si, des choses que j'avais prévues où les joueurs vont complètement à côté, hem, il y avait, le personnage du gendarme sur l'île de l'Hirondelle, dans Stranger Things, qui avait tout un truc où je me dis: «Bah, les enfants vont aller voir la gendarmerie pour, pour, les aider face à ces événements». Ils ne sont jamais allés les voir. Et donc moi, en soi, c'est pas grave, c'est comment est-ce que je mets ça de côté? Un personnage pourra toujours être réutilisé et même s'ils vont jamais le voir, le caractère de ce personnage pourra être réinjecté dans le gardien du musée et cetera et cetera. Ce qui arrive très souvent en jeu de rôle, dans l'adaptation, de ce qui se passe à table, c'est, un personnage qui prend plus d'importance que prévu. Dans Trouble Fête Nationale, un jeu de rôle où c'était des vieux qui s'échappaient de l'EHPAD pour aller, saboter le feu d'artifice de l'île de Groix. Heu, le père, du personnage de Vincent, qui avait imaginé, un père de 100 ans, qui était très anecdotique au départ, mais qui est devenu un running gag au fur et à mesure de la partie, où il revient de plus en plus et à la fin, il traverse la mer à la nage à 100 ans, en tirant des hélicoptères presque derrière lui. Bah, voilà, c'est aussi, être à l'écoute de là où les joueurs ont envie d'aller pour accepter de dévier son scénario, pour aller là où en fait tout le monde a envie d'aller quoi. Encore une fois, revenir sur le lâcher prise. Hem, Risques et périls, saison 4, enfin le chat Malabar, pour celles et ceux qui y étaient. Moi, c'était juste en disant j'avais juste noté une ligne dans mon scénario de: «Une grand-mère a perdu son chat», comme ça montre que les animaux disparaissent. Les joueurs se sont fait une mission de retrouver le chat Malabar. C'est devenu un truc très important qui a eu, hélas, une fin tragique et c'est devenu un truc très important du scénario, là où moi, c'était juste une ligne. Donc rester à l'écoute de ce que veulent les joueurs, c'est important. Et une bonne méthode pour faire ça, quand on fait des scénarios sur, plusieurs, plusieurs séances, c'est, moi, ce que j'appelle, heu, ma séquence karma et conséquences où, je réécoute ce qui s'est passé dans l'épisode, en notant tout ce qui aura des conséquences, en bien ou en mal, dans la suite des aventures. Et ça va vraiment influer la suite de mon histoire. Et du coup, c'est pour ça que j'écris souvent que le début du scénario pour le début de l'aventure, et après je vois où les joueurs mènent l'histoire et je le découvre eux-mêmes. Hem, Ça peut être juste noter des noms de joueurs que j'ai improvisés, hem «Ah, au fait, la gérante de l'hôtel s'appelle, Julie, Caroline, Meredith, elle a un jouet, c'est un bébé phoque, faut pas que j'oublie». Ou alors, j'ai mis en majuscule Jean-Marie le rémouleur, qui était un personnage qui de fait a pris beaucoup plus d'importance que prévu, donc il faut que je l'utilise. Mais également des choses plus, de karma, ils ont bolossé tel personnage, il va revenir se venger. Le, mmh, l le personnage de Shingi a fabriqué un bang artisanal, du coup, tous les hippies de l'océan vont venir au village à l'épisode suivant pour venir eux aussi demander un bang. Donc c'est voilà, comme ça, noté pour influer la suite du scénario et je découvre moi-même où ça va, quoi. Hem, une autre manière, le point 5 du coup, c'est d'injecter des outils de sécurité affective à l'intérieur de ces scénarios, sur mesure.
il y a beaucoup de manières, de mettre en place de la sécurité affective. Je sais que moi, au début de mon expérience plus artistique, mais il y a une quinzaine d'années, quand j'écrivais des histoires, des chansons, j'avais il faut choquer, quoi. J'aime bien quand ça dérange, j'aime bien quand ça gratte. «Ah, ça vous plaît pas? Tant mieux». J'en suis beaucoup revenu de ce truc-là. Heu, En tout cas, c'est différent dans l'art et dans le jeu de rôle. Et ça dépend comment, enfin, faut le faire intelligemment, et le jeu de rôle, en plus, c'est encore un peu différent parce qu'on est là pour passer un bon moment entre nous. L'actuel play, c'est encore un poil différent parce qu'il y a une notion de spectacle. En tout cas, moi, dans ma pratique, ça me paraît primordial de prendre soin de mes joueuses. Il y a plein d'outils qui sont en ligne. À une époque, j'avais un questionnaire un peu de consentement dans le jeu de rôle avec différents thèmes où les gens pouvaient cocher si, ils pouvaient, ou pas, être à l'aise avec ce sujet-là. Aujourd'hui, j'avais tendance à trouver l'outil un peu intimidant. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à lancer la discussion en disant, «Est-ce qu'il y a des sujets? Vous pouvez me répondre ici ou en MP que, vous préférez pas voir abordés», en reprécisant qu'à tout moment, même au milieu d'une partie, on peut dire: «Je préférerais qu'on passe rapidement là-dessus», et j'ai l'impression que jusque-là, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est important de mettre ça en place. Un point qui est aussi très important pour moi, c'est quelle est ma place dans le monde du spectacle et dans le jeu de rôle en particulier, en tant que, bah, homme blanc hétéro, valide, cisgenre et tout ça. Je sais que, j'ai une facilité à prendre la parole en public, internet est du public. La société, enfin, j'ai été socialisé comme ça et la société accepte ma prise de parole, et donc ça m'interroge sur quelle responsabilité je peux en avoir et qu'est-ce que je peux faire de ce, grand pouvoir implique une grande responsabilité, quoi. Hem, c'est donc ce que je vous disais, c'est à la fois très peu, mais malheureusement c'est pas le cas partout. Je m'efforce donc d'avoir toujours, autant de femmes ou de minorités de genre que dans ma table, de questionner mes réflexes d'écriture d'histoire et de faire vivre des diversités de façon saine et joyeuse. Hem, le jeu de rôle peut être un endroit où explorer des, expériences queer ou racisées ou handi. Hem, Moi, en tout cas, je me sentirais pas à ma place ou pas assez formé pour de moi-même amener ces difficultés-là. Je suis pas concerné, c'est des questionnements que j'ai. En tout cas, si, et c'est déjà arrivé, si des joueuses veulent amener des sujets comme ça dans nos parties, c'est avec plaisir et précaution que j'essaie de mettre en place un cadre chouette pour que tout se passe bien et que, on se marre, en tout cas on passe du bon moment à parler de tout ça, tout en étant safe. Mais, ce que je dis souvent au début des parties, en amont avant de jouer, nous ne jouerons pas d'oppression de genre structurelle dans les îles de la Côte des Étoiles où se passe l'aventure. Vous y verrez par exemple des couples gays ou lesbiens sans que ça n'ait d'autre signification que c'est beau l'amour. Donc voilà, en tout cas, c'est voilà une réflexion que j'ai toujours, qui est, une réflexion qui ne finira jamais, mais en tout cas, j'ai conscience de ça et de me dire, c'est plus simple pour moi d'avoir une émission sur Twitch parce que je suis un homme, parce que j'ai pas à modérer les commentaires, j'ai pas à subir de harcèlement. Qu'est-ce que je peux faire de cette possibilité-là? Bah, donnons la parole, à des femmes, donnons la parole à des gens qui ont pas forcément l'occasion de raconter leurs histoires autrement. C'est un peu comme ça qu'aujourd'hui que je résous cette problématique-là. Je vois bien l'heure, qu'il est. Je vais passer rapidement sur les derniers points qui sont importants tout de même. Hem, L'improvisation donc est super important pour moi, le lâcher prise. Je vous en ai beaucoup parlé avec, Karma et conséquences, avec, se laisser porter là où se dirige l'histoire, hem et accepter que le scénario ne soit pas ce qu'on avait pensé. Des exemples, moi, que j'ai en tête d'improvisation qu'on réussit entre guillemets dans mes histoires par rapport au scénario qui était prévu. L'exemple un joueur sort une théorie et ça devient vrai. Par exemple, Mélina, je pense à toi, qui dit: «Oh, le goéland, en fait, c'est la réincarnation du gardien de phare». Alors moi, c'était pas du tout le cas dans mon scénario, mais on a laissé planer un doute sur, la fin du scénario où le goéland vient se poser sur la tombe. Hem, une action absurde qui vient créer une scène culte, ça c'est presque l'essence du JDR, j'ai envie de dire. Hem, c'est un peu flou si vous n'y étiez pas, mais nos personnages vont harceler Stéphane Bern au restaurant pour voler son écharpe.
sur le papier, je m'attendais pas à ce qu'il se passe ça et ça donnait une scène mémorable de la saison 5 de Risques et Périls. Ou, aussi un exemple d'improvisation, une, une solution inattendue, mais qui marche, mais si j'accepte et qui crée des grands moments de, de jeu de rôle, c'est d'accepter un peu le glitch dans son histoire. J'avais fait une histoire un peu de science-fiction où nos personnages sont enfermés dans un silo avec une intelligence artificielle. J'ai eu écho quand d'autres joueurs l'ont fait jouer, où, les personnages ont essayé de brute force les circuits logiques de l'IA, pour essayer de la faire vriller, pour pouvoir répondre à des questions à laquelle le scénario n'avait pas pensé qu'elle puisse répondre. Si on arrive à lâcher prise et à accepter que les joueurs écrivent le scénario autant que toi, c'est des moments super forts où tout le monde découvre l'histoire et on s'amuse bien, quoi. Ça se fait souvent au prix d'un stress assez grand, parce que, bah, tu sais pas si le scénario va marcher avant de le faire. T'as pas pu tant te roder que ça tu jamais assez préparé puisque tu iras toujours dans des endroits inconnus. Hem, Souvent la manière que j'ai de gérer ce stress-là, c'est de le dire. C'est de me remettre au sein de la table de joueurs et pas à l'extérieur en disant: «Oh, j'espère qu'ils vont bien aimer ce que j'ai prévu. J'espère que mon scénario va être assez long. J'espère que, ils vont pas, à la ou galérer ou trouver ça trop simple ou, et que du coup, ils vont plus m'aimer en tant qu'humain». Enfin voilà, dans les moments de stress, ça peut tourner, très vite. Souvent, j'arrive avant la partie, je dis: «OK, je suis un peu stressé, j'espère que ça va bien se passer» et en fait, je me remets un joueur parmi les autres et on est tous là-dedans et tout le monde est là pour passer un bon moment et il y a pas de raison de stresser, quoi. Donc souvent me remettre au sein de la table et dénoncer le stress pour l'évacuer marche, souvent très bien. Je voulais terminer en parlant des différentes manières d'écrire des scénarios et la phrase c'est quoi? C'est: «Si le seul outil que vous avez est un marteau, tout problème ressemble à un clou». Cette phrase, c'est Marlowe qui l'a écrit. En tout cas, moi, je la tiens de Fibre Tigre, qui en parle beaucoup et je voulais une nouvelle fois, saluer son travail et le remercier pour toute l'inspiration qu'il m'a donnée. Fibre Tigre pour, Risques et Périls, heu et de plus en plus, j'essaye et ça va bien avec ma philosophie d'écriture de scénario, hem, c'est d'évacuer le combat de l'équation. Hem, si, s et la méthode la plus simple pour ça, c'est d'avoir des personnages qui ne savent pas se battre. De plus en plus, mes joueuses, je leur fais jouer des enfants, je leur fais jouer des vieillards, je leur fais jouer des aventuriers très médiocres et ils ne peuvent pas se battre. Tout le monde est plus fort qu'eux. Donc forcément, tu es obligé de ruser et forcément, tu es obligé de penser autrement. Saison 4 de Risques et Périls, nos enfants doivent récupérer le Batman en figurine qui a été volé par les grands ados. Si l'option, c'est se battre, ils y vont, ils se battent, on fait des jets de dés, avantage, réussite critique, bon. Là, du coup, ils ont été obligés de mettre un plan à base de: on va, hem, activer les vieux manèges de la fête foraine rouillés. Pendant ce temps-là, tu leur lances des crabes dessus parce qu'elle, elle est phobique des crabes. Moi, je fais une grosse voix en latin, mais je me mélange dans les noms des démons et on fait un pentacle avec des chips et moi, je me casse le nez et je vais courir devant eux et du coup, ça amène forcément un plan qui est beaucoup plus riche que juste on se tabasse et moi, vraiment, je suis vraiment de la team de évacuer la baston physique de vos scénarios et récompenser la créativité. Si l'idée est trop bonne, on jette pas de dés et c'est parti, quoi. Hem, D'autres types de conflits peuvent être mis en place, des conflits sociaux. Heu, L'exemple qu'on a eu dans une partie, tu es un enfant, tes parents veulent que tu travailles au champ, mais toi, tu es enfin en vacances avec tes amis, tu as pas envie, mais c'est tes parents, qu'est-ce que vous faites? Les défis d'ingéniosité, récupérer le Batman, comment on fait? Ou, le conflit de l'environnement. L'environnement est ton ennemi. Exemple, saison 1 de Risques et Périls, cette brume vous rend amnésique. Comment est-ce que vous vous repérez quand on peut même pas faire confiance à vos sens, quand même le MJ semble vous mentir? Comment se repérer alors que ça rend amnésique? Donc tout ça, ça permet des choses, super intéressantes qui permettent de faire des histoires beaucoup plus riches. Pour conclure, finalement, tout ce que j'ai à vous dire, le jeu de rôle, c'est un espace trop bien, de jeu, de narration où, je viens raconter des histoires, imaginer des choses et offrir mon histoire aux autres
qui vont, la changer, l'embellir et ça va devenir notre histoire et ça, j'ai pas trouvé cette liberté de création et cette excitation de voir sa propre histoire être appropriée immédiatement par les autres, ailleurs que dans le jeu de rôle. C'est en plus un endroit, bah, ça c'est les arts de la parole en général, dans le conte qui me tient, fort à cœur, mais aussi dans le jeu de rôle. Cette idée de, on peut mettre tous les effets spéciaux qu'on veut, on peut faire toutes les scènes épiques qu'on veut, la parole permet ça. Hem, J'avais noté des scènes incroyables de course-poursuite à moto avec un nuage d'écureuils volant derrière nous, un poulpe géant avec un phare sur la tête peuplé de bibliomoules qui racontent des histoires quand on leur chante des chansons. Hem, Ça, le jeu de rôle permet tout ça, donc c'est, un truc, incroyable. Oser, tester des histoires, écrites pour vos joueuses, et lâcher prise, en écrivant au besoin avec eux si vous êtes trop perdu. Et voilà, je voulais finir avec ce petit texte que j'avais écrit. Prendre soin, c'est pas faire des trucs gentils. C'est créer un cadre où chacun peut jouer sans se crisper. C'est poser les bonnes questions avant la partie, prendre en compte les limites, faire la place à chaque voix autour de la table. Et faire des cadeaux, c'est semer dans le scénario des perches, des scènes fortes, des moments de lumière qui résonnent avec ce que tu sais de tes joueurs. C'est penser que ce que l'un aimerait traverser, ce que l'autre rêve de vivre et de l'intégrer dans l'histoire comme si c'était là depuis toujours. C'est pas flatter ou manipuler, c'est juste tendre la main en disant: «Et si on allait là, tous ensemble?» C'est pas être au-dessus des joueurs, c'est pas, un conteur solitaire avec 4 figurants qui viennent dire, «Bravo, comment tu écris des histoires». C'est vraiment être tous ensemble, un peu comme un équipage, à avancer ensemble avec, nos idées bricolées, un bout de dé, un peu de scotch, et moi, le taf du MJ, c'est pas de mener la barre tout seul, c'est, d'écouter le vent de tout le monde pour, avancer tous ensemble. Alors oui, écrire pour ses joueurs, c'est du boulot. Ça demande de l'écoute, ça demande de la souplesse, mais ça demande beaucoup de tendresse et on en reçoit tout autant qu'on en donne. Mais ce qu'on fabrique ensemble, quand ça prend, quand ça vibre, c'est pas juste une bonne partie de jeu de rôle, c'est vraiment une aventure partagée. C'est l'impression d'avoir, vu tous ensemble un film qu'on a nous-mêmes écrit et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire les uns les autres. Je voulais remercier, Corentin pour, son invitation. Finalement, j'avais des choses à dire sur le jeu de rôle, donc merci encore pour cette occasion d'avoir, structuré un peu ma pensée, ce que je pensais du jeu de rôle. OK, eh bien merci, Sam, merci beaucoup pour ta présentation, alors qui était, bah, moi je l'ai trouvée extrêmement intéressante. D'une part parce que, je connais un peu ton travail, à la fois, les contes du vieux grimoire, aussi, les risques et périls, j'ai pas mal écouté aussi, c'est voilà, des choses que j'ai beaucoup appréciées. Et donc je confirme, hein, c'est-à-dire même si, ce sont des scénarios qui sont écrits, des histoires qui sont écrites pour les autres, c'est-à-dire qui portent la personnalité de joueur que on connaît pas forcément quand on le reprend, eh bien, en fait, c'est quand même des éléments de personnalité quoi, qui caractérisent, je trouve, le scénario et qu'en fait les gens saisissent. Enfin, je veux dire, Trop bien. l'histoire du frère des poules, enfin, évidemment que les joueurs à qui j'ai pu faire jouer ce scénario-là, ils se le sont approprié, ils ont fait leur propre truc, mais voilà, ça leur a parlé, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en sont, ils se sont appuyés dessus, voilà. Bah, trop bien. Donc voilà, alors je précise, avant de rentrer dans les questions, effectivement tout le monde te remercie pour ta présentation, avant de rentrer dans les questions, il est tout à fait possible d'ajouter le lien vers le Discord donc de Risque et Péril. Oui, et toi, Euh, est-ce que tu pourrais le faire? Tant que je te tiens, sous la main? voilà, parce que moi je l'ai pas fait parce que c'est vrai que je l'ai plus sous la main, Ouais, ouais, non, OK. donc voilà, si quelqu'un peut le faire, c'est cool, mais en tout cas c'est possible. Et euh, Et puis, bon, bah voilà, je vais commencer avec une première question, ensuite je t'en relayerai une autre. Euh, alors, en fait, j'en ai plein, je sais pas par laquelle commencer. Tac, oui, bah en fait, comment dire, tu as parlé à un moment donné de la question de la contrainte. Moi, je m'interrogeais parce que tu as parlé d'autres aussi formes de création que tu mobilises. Donc là, tu as parlé du jeu de rôle, mais il y a aussi donc l'écriture de chansons, de contes, etc. Enfin, tu fais plein de choses aussi à côté. Et quelle place a la contrainte dans cette activité-là? Et comment elle émerge, cette contrainte-là? Ou est-ce que c'est toi qui te l'imposes? Enfin, comment est-ce que ça marche pour toi?
Il y a un mélange de ça peut être les 2. Il y a des contraintes que je m'impose et des contraintes qu'on m'impose. Quand, ça peut être mes spectacles à moi, on va dire, c'est des contraintes que je m'impose à moi-même, de timing, il faut que j'ai fini pour telle date, c'est déjà une contrainte forte. Hem, mais aussi beaucoup des contraintes, parfois j'ai des commandes de chansons ou de contes pour, pour des clients un peu plus institutionnels. J'avais été amené, par exemple, bon, j'avais dit oui, mais à écrire un conte musical sur le thème de la prévention du suicide, enfin, en commande par des associations et pour un forum avec des assos, des psys, des choses comme ça. Donc c'était à la fois intimidant et contrainte forte et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mais ça m'avait moi amené du coup à faire aussi, des recherches et tout ça et c'est passionnant quoi. Écrire, des chansons pour, tel ou tel, client, besoin, événement, moi c'est aussi quelque chose qui me plaît bien et ouais, voilà, donc non, non, Mmh. les contraintes, moi, ce truc de la créativité un petit peu magique ou de l'inspiration où t'attends qu'elle vienne, ça, j'y crois pas du tout. En tout cas, pour moi, c'est pas comme ça que ça marche. Si j'attends que l'inspiration me vienne, je fais rien. Mmh. Mmh. Je joue à Isaac, je suis chez moi. Et c'est ça qui est un peu magique, c'est que je peux passer 2 ans sans écrire une chanson, et quand on se dit avec ma compagne, ok, on fait un nouveau concert, bah, en 2 mois, on en a écrit 12 quoi. C'est le moment où on se met pour travailler et on passe 30 minutes devant une page blanche à angoisser que ça finit par venir. Ouais. Donc pour moi, vraiment, il faut se mettre au travail et la créativité vient comme ça, quoi. Mmh. Mmh. Euh, alors, bon, du coup, là, on reboucle sur le jeu de rôle Ouais. avec la question de Nicolas. Donc, quelles sont tes techniques d'improvisation? Bah voilà, si les joueurs décident d'aller dans un endroit qui n'était pas prévu, est-ce que tu co-construis avec eux ou est-ce que tu as plutôt une autre approche? Parce que il me disait un peu en aparté que, effectivement, tu élabores sur ton écriture et les cadeaux que tu fournis aux joueurs. Et du coup, il y avait ce désir de t'entendre autour de comment t'improvises et comment t'abordes l'improvisation en jeu. Euh, et ben, des fois, parfois avec difficulté, comment j'improvise. C'est aussi, j'ai une liste de PNJ potentiels, que ce soit des prénoms, et aussi moi la manière dont je colore un PNJ, souvent c'est donc un personnage que les joueurs peuvent croiser, c'est qui c'est quoi son métier, on va dire à quoi il sert dans l'histoire, et un truc qu'il aime, un truc qu'il aime pas. Ça, je peux avoir des listes aussi de façon un peu générique où je peux piocher, ou que j'ai fait à l'avance, tu vois, que tu peux même, si tu le souhaites, générer, si c'est quelque chose, un outil avec lequel tu es à l'aise. Mais bah, ok, il y a un garde, j'ai pas prévu qu'ils aillent à l'ambassade. Ok, il y a un garde, il s'appelle Goulven, donc il est garde du corps. Et 2 trucs inutiles mais qui vont permettre de colorer. Il adore jouer au dé et il déteste la couleur verte. Et ça, c'est des listes que j'ai de PNJ potentiels. Et du coup, ça permet d'improviser un peu avec ce truc-là. Et donc, ça peut être pour faire illusion que tout est prévu. Et également, il y a aussi ce truc de dire ok, vous allez trouver un PNJ qui va vous aider, on l'écrit ensemble. Là, on est un petit peu hors piste. Qui ça peut être? Et on part en mode brainstorming à 5 et souvent, en tout cas, si depuis le début de la partie, le but n'est pas de gagner, mais de raconter une bonne histoire, les joueurs, ils vont pas forcément se dire ah bah on trouve pile la personne qu'il nous fallait et il nous aide sans aucune contrepartie. Les joueurs, ils vont être aussi dans l'état d'esprit de dire et bah ok, c'est un enfant, donc il nous aide, mais on va sûrement devoir le ramener chez lui. Et en fait, de même, ils se mettent des bâtons dans les roues et on peut créer ensemble l'adversité qui nous manque, quoi. Ok. Bon, alors je te remercie, Nicolas, si tu veux des précisions, je t'invite à demander dans le chat. Je vais te laisser la parole, du coup, Théo. Tu es de retour avec nous sur le chat, puisque tu avais une question aussi. Voilà, je te laisse formuler ta question.
trop bien. Ah, alors, Théo, nous ne t'entendons pas. Pardon, je suis désolé. Moi, je Il y a un... t'entendais pour info. Ouais. Alors, alors, nous t'entendons avec Sam, mais sur le live, on ne t'entend pas. Et là, je ne comprends pas d'où vient le problème. Alors, Sam, est-ce que tu peux résumer la question, peut-être, Bien si ça évidemment, t'ennuie pas? Je suis désolé. Pardon, Théo, hein, vraiment, je suis navré. Théo parlait de la complémentarité de nos deux approches tu peux être souffleur de théâtre si tu veux, Théo, en même temps. La complémentarité de nos approches, où lui parlait beaucoup des joueurs et moi je parlais beaucoup du côté MJ et sur aussi cette volonté, enfin ce devoir de lâcher du lest que les joueurs apprennent à avoir des MJ, que les MJ apprennent à avoir des joueurs et que c'est un work in progress, quoi. Hmm. Euh, Est-ce que là vous avez entendu sa question ou pas? Non, 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 j'ai toujours pas réussi à Non, résoudre le ok. problème. Non, non, je Comment n'arrive pas est-ce à que résoudre le problème. comment est-ce qu'on fait, je résume ta question, comment est-ce qu'on fait pour gérer le temps? Parce que parler, ça prend plus de temps que se taper sur la gueule. Et dans un JDR à session fixe, là où le RP écrit, enfin, la notion de temps est complètement différente. Comment est-ce qu'on fait en jeu de rôle sur table? J'ai deux réponses à ça. Tout d'abord, moi, les saisons que j'ai, comme c'est de l'actual play et que c'est diffusé, il y a un programme prévu à l'avance. Et on sait qu'on va faire trois parties de 3 heures à telle date. Donc ça permet aussi plus facilement de prévoir le futur quand les dates sont déjà prévues. Ou alors c'est un one-shot et il faut terminer ce soir les trucs. Et en plus, en vrai, de parler prend plus de temps que se battre, je suis pas sûr. Ça dépend vraiment des scénarios. Enfin, ça dépend des systèmes de jeu plutôt. Mais Donjons et Dragons, pour y avoir un petit peu joué, ça prend des plombes. Jet d'initiative, qui s'éva, hop, tu rates ton jet de dés, il esquive, il perd 2 points de vie. Tu peux facilement passer 30-40 minutes pour combattre deux pauvres orques et il s'est rien passé d'un point de vue narratif. Là où les deux orques, tu vas discuter avec eux, essayer de les entourlouper, un petit jet de mentir convaincre si besoin. Je trouve moi que ça peut être plus rapide et plus intéressant en même temps. Bon, écoute, merci, merci Théo. Voilà, je suis désolé pour le couac. Là, bon, je ne comprends pas d'où vient le problème. Euh, alors, bon, peut-être pour conclure, là, je vois pas d'autres. Conférence signée la prochaine fois, comme ça on a. Voilà, ouais, on fera ça, effectivement. Ouais, bon. Bon, voilà, un nouveau problème technique qui vient s'ajouter à cette liste des choses qui vont être à revoir pour la prochaine fois. Bon, peut-être avant de conclure. J'avais voilà encore quelques questions et puis enfin surtout peut-être aussi une remarque sur ton approche que je trouve super intéressante et puis qui relève toujours un petit peu de différents profils de meneurs de jeu. J'ai l'impression qu'il y a souvent alors les meneurs comme toi, c'est-à-dire qui sont là vraiment pour avoir une expérience avec des joueurs quoi, une expérience de créativité, de création collective partagée avec des joueurs et puis des MJ qui vont être plus attachés à l'histoire, enfin c'est-à-dire voilà on va dire ils ont une narration, un récit qu'ils veulent raconter et c'est peut-être plus ça qui va driver les choses. Euh, Moi je voulais savoir comment tu te positionnais en fait au niveau enfin non, interne quoi, c'est-à-dire comment toi tu vois les choses et est-ce que l'histoire, est-ce que tu as
des histoires à raconter entre guillemets parce que tu vois tu parlais de Fibre Tigre, lui il parle souvent de ça aussi qu'il aime bien raconter aussi des histoires, c'est-à-dire avec une idée peut-être je crois parfois un peu plus ou moins définie de quelque chose à raconter. Est-ce que toi tu t'appropries les choses comme ça ou c'est vraiment d'abord le processus créatif, co-créatif avant tout et, euh, et ensuite les choses se font et elles vont là où elles doivent aller quoi. C'est intéressant, je m'étais jamais posé la question telle quelle. Je dirais que moi, j'aime bien raconter des histoires, mais comme un processus, effectivement, plus que comme une mission. Ouais. Moi, j'aime bien ouais, être en posture de raconter. J'aime bien partager ces temps-là avec les gens et j'aime bien vivre des moments ensemble. J'ai pas l'impression de devoir sortir une histoire qui me tient à cœur. Presque quoi que ce soit qu'on raconterait, si c'est rigolo, moi ça me va. Et effectivement, je pense plus en termes de scène, plus en termes cinématographiques, j'aimerais bien qu'on ait une scène qu'on ait là ça me ferait plaisir, j'ai envie de ça, qu'on ait un long flashback sur un an où on voit nos personnages évoluer avant de partir à l'aventure et qu'est-ce qu'ils vont faire. J'aimerais bien qu'il y ait une boucle temporelle. Tiens, explorer ce truc-là. C'est plus en termes de mécanique et de scène euh, que ça me fait rire, ou de Mhm. personnages forts, oh, je verrais bien le, le, le vieux tenancier de la brocante qui a du foutraque partout, il sent un peu les algues et le whisky, il a du bazar partout, et on voit où ça nous mène. C'est plus moi effectivement en termes de scène ou en termes de personnages qu'en termes d'histoire, ouais. Ok, bon, et bah super, je te remercie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ou alors... Non, écoute, j'ai mis dans le chat effectivement le lien du Discord de Risques et Périls. Si vous voulez voir un petit peu les ressources que j'ai mis en ligne dans le Discord, il y a comment je propose de créer des personnages qui est dispo là-bas, et également un lien pour accéder donc au scénario de La Mer des Brumes, qui était la saison 1 de Risques et Périls. Tout ça, c'est sur le Discord. Si vous voulez y jeter un œil, vous êtes les bienvenus. Ok, et bah je te proposerai aussi de me les envoyer pour que je puisse les Ouais, mettre dans la description de la vidéo, comme ça sera accessible aussi. Théo, alors tu m'entends, mais malheureusement on ne t'entendra pas. Si toi aussi tu as des liens, je t'invite à me les transmettre et je les afficherai aussi à un endroit ou à un autre, enfin en tout cas dans le cadre de cette rediffusion-là. Ok, bah écoutez, je vous remercie, en tout cas tous les deux, d'avoir, bah voilà, d'être venus présenter, c'était très intéressant, les deux présentations, les deux conférences dans un esprit à chaque fois très spécifique et avec un thème très particulier que j'ai trouvé vraiment intéressant, puis je crois que le chat aussi.